on regarde dans les années antérieures, il y avait une sorte de, on ne va pas dire sécurité, il y avait quand même des garde-fous pour permettre pour protéger les enfants, etc. Mais on remarque aujourd'hui que de plus en plus, les lycées et collèges sont devenus des endroits très dangereux. Et même pour les élèves. C'est les élèves même d'abord, surtout les élèves. Les élèves qui sont devenus un peu comme les challengers des professeurs aujourd'hui. Ok, merci Mireille Grasse. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de STV. Bonne année. Bonne année. Nous commençons par témoigner nos émotions par rapport au drame qui est survenu au lycée de Toukébé. Heureusement que de peur que de mal, il n'y a pas eu de mort. Beaucoup de parents ont certainement paniqué parce que d'après les informations que nous avons eues, il y a certains enfants qu'on avait amenés dans les hôpitaux et les parents n'avaient pas beaucoup d'informations. La situation est rentrée sous contrôle. Parce que dans les pareilles situations, on pense d'abord à la santé, on pense au bien-être, on pense à la sécurité des enfants. On pense que c'est quelque chose de rassurant. Bon, moi je pense que le problème qui est survenu au lycée de Toukébé, ça arrive souvent. Mais tel est le lieu ici de penser à une approche préventive. De faire en sorte que les événements similaires, les incidents similaires n'arrivent pas. D'où la nécessité de mettre en place un plan de lutte contre les violences. Parce que quand un établissement, un lycée, un collège essaie d'établir un plan, une approche, une stratégie bien élaborée, bien structurée, je pense qu'on le met en place et de temps en temps, on essaie d'évaluer l'efficacité. Parce que quelle qu'en soit l'approche qui est mise en place, on doit évaluer l'efficacité. Maintenant, si on regarde l'incident même, je ne connais pas moi-même le lycée de Toukébé, ni où est-ce que le lycée est structuré, ni le contexte. Je sais que c'est à Yaoundé, ni le contexte. Mais je sais quand même que après le rassemblement, puisque je suis aussi dans un lycée, généralement, les enfants essaient d'aller vers les salles de classe, mais ils ne sont pas dirigés. C'est-à-dire que ça doit un peu mettre lacune que moi j'ai observé. C'est-à-dire que les enfants essaient de courir vers les salles de classe. Il faudrait donc mettre en place, une procédure pour orienter les enfants, on amène les enfants à aller dans leur salle de manière calme, de manière contrôlée. Et là, c'est la responsabilité des écoles. Vous voyez les enfants de 6e jusqu'en terminale. Parfois, quand les enfants arrivent, j'ai vu dans certains établissements, les enfants sont alliés par niveau. Niveau 6e, niveau 5e, jusqu'en terminale. Ils suivent les orientations du chef d'établissement. Et la même procédure doit aller également pour orienter les enfants, pour connaître les enfants dans leur salle de classe, par niveau. Élèves de 6e pouvaient aller de manière contrôlée. Ici, le suivant du secteur peut le faire. Je veux dire avec une orientation. Parce que c'est une stratégie. Malheureusement, on ne pense pas à des choses. Quand on a dit bon début de semaine, bonne journée, les enfants courent. Mais il faut, voilà donc l'approche préventive qui n'a pas été mise en place. C'est un peu partout. Hein. C'est pas seulement à Toukébé. Mais eux, ils étaient à l'extérieur. Bon, maintenant, quand c'est à l'extérieur, ils sont venus même en retard. Bon, quand c'est à l'extérieur, il faut toujours un contrôle. C'est-à-dire quoi? On doit venir observer. On se dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'extérieur du lycée, d'un établissement. Également, quand un chef d'établissement, puisque il est dit, madame le ministre des enseignements secondaires, même les autorités le savent, que le contrôle des enfants doit se faire à l'intérieur des campus. Donc, on ne doit pas demander, on ne doit pas ouvrir le portail que les enfants viennent courir. Il faut toujours contrôler le flux des effectifs. Parce que lorsque le flux est très important, lorsque l'entrée du lycée est petit, le drame peut survenir.
Donc, on est toujours au niveau de contrôle, au niveau de la stratégie qui n'a pas été pensée, qui n'est pas mise en place. Parce que quand il y a un flux, on voit ça également dans les stades. Donc, on doit également dire, les enfants qui sont à l'extérieur, on les contrôle, on les aligne, et on s'assure qu'un suivant des secteurs, bien un suivant général, surtout un suivant des secteurs, on va orienter les enfants à l'intérieur du campus. Ça se fait de manière calme, de manière disciplinée. Cet incident pouvait être évité. Okay. Mais chez nous, on préfère qu'il y ait les incidents pour commencer à parler des violences. Donc voilà d'entrée de jeu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Okay, based on that incident, like, now I want to find out from you, what do you think would have been the best disciplinary measure maybe the institution would have taken against children or students that came late in school that particular day, because apparently they were left outside because they were late. They came after 7:30, if I'm not mistaken, after 7:30 a.m. So they had to keep them outside for a very long period of time. I heard they had to stay there till, they were supposed to stay there. It's something that has been going on. They were supposed to stay there till midday before they'll be given access to the institution. Now my question is to you as a teacher, if I'm not mistaken, what do you think would have been the best measure in order to best disciplinary measure to take for children that come late to school? Ok. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter le retard, pour l'absentéisme? C'est une question très complexe. Mais il faut dire ici que les cours commencent effectivement à 7h30 dans tous les lycées et collèges du Cameroun. C'est-à-dire que les enfants doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour arriver au lycée à 7h. C'est-à-dire qu'à 7h30, l'enfant est supposé, il est déjà assis et le professeur est déjà là. Maintenant, l'observation générale fait en sorte que de plus en plus, d'après les indicateurs que nous avons des enfants qui arrivent en retard. Et la question est de savoir pourquoi les enfants arrivent en retard. Mais la majorité arrive à l'heure. Maintenant, on va interroger un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est d'abord la mobilité. C'est-à-dire des quartiers pour le lycée, pour les établissements. De plus en plus, les enfants ont de la peine à trouver un moyen de déplacement. Donc, quand les enfants ont de la peine à trouver un moyen de déplacement, ça peut générer des retards. C'est-à-dire le retard peut être dû au fait qu'il y a un problème au niveau des moyens de déplacement, de la mobilité. Et pour la plupart, les enfants empruntent les motos, ce qui n'est pas du tout un moyen convenable, un moyen réglementaire pour la mobilité des enfants. Ailleurs, on sait que on devait mettre normalement les cas, pas les cas de transport privé, mais on devait penser à une société. On sait que dans la ville de Douala, nous avons la Socature. Mais nous voyons, à l'époque, on empruntait le bus là. Bon, je ne sais pas si les enfants, aujourd'hui, utilisent encore le bus, hein, Calvino. Donc, voilà, donc il y a un problème d'abord au niveau des moyens de transport. Des quartiers pour l'école. De deux, il y a les difficultés de déplacement. C'est-à-dire que les enfants, parfois, les routes ne sont pas de bonne qualité. Ça peut générer un certain nombre de retards. Ça, ce sont les facteurs que nous avons observés, qui ne dépendent pas des élèves, qui ne dépendent pas des apprenants. Donc, et malheureusement, nous avons la loi, nous avons le règlement intérieur qui dit que les enfants doivent arriver à 7h30. Voilà. Maintenant, il y a un autre facteur, c'est un facteur climatique. Vous voyez qu'à 6h déjà, il fait encore nuit. Il fait encore nuit. Et parfois, beaucoup d'enfants ont de la peine à se lever à 6h. Normalement, un enfant doit se lever à 5h. Donc, il y a aussi le problème climatique, ce qui fait qu'il fait nuit, alors que c'est là à 6h. Maintenant, il y a aussi un autre problème psychologique. Là, ça interpelle le conseiller que je suis, la motivation des enfants. Quand un élève arrive en retard, généralement parce que cet élève-là, il n'a pas une bonne relation avec l'établissement, avec l'école, avec le professeur, avec la matière.
Là, ça devient c'est une cause psychologique. Beaucoup d'élèves qui décrochent, beaucoup d'élèves qui n'ont pas une bonne image de l'école, qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes. Ces élèves-là, ils arrivent constamment en retard. Il y a même beaucoup d'élèves qui n'aiment pas l'école. Parce qu'on voit aussi les questions d'intérêt, la question de motivation. On voit également les devenirs de ces enfants-là. Donc l'école ne fascine plus. L'école ne fascine plus. L'école n'est plus un lieu dans lequel les enfants veulent aller parce qu'ils savent qu'ils vont construire leur projet personnel. Les enfants vont devenir quelque chose de très important. Donc tous ces facteurs-là font en sorte que les enfants peuvent avoir des résultats pour les questions de mobilité, les questions de transport, pour les questions climatiques, pour les raisons climatiques, pour les raisons même de psychologie, de pédagogie. Les enfants arrivent en retard. Maintenant, c'est pour ça qu'on a que quand on fait les études sur l'absentéisme, ces études nous poussent tout simplement à interroger surtout la motivation de l'élève et on amène l'élève tout simplement à être résilient. Et beaucoup d'élèves ont de la peine de plus en plus à s'élever très tôt. Si vous voulez vous interroger les parents qui sont tout autour de nous, vous vous rendez compte que de la 6e en terminale, ces enfants encore, on les réveille. Donc ça devient un phénomène de la société. Les enfants n'ont plus la motivation, n'ont plus l'enthousiasme, n'ont plus la volonté de s'élever. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que le parent n'a pas aussi un peu sa part de responsabilité là-dessus? Bon, le parent a sa responsabilité, mais on doit voir l'autonomie de l'élève. Si on réveille un enfant de la maternelle, s'il cours préparatoire, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit encore réveiller un enfant qui est au CM1, qui est au CM2? Est-ce qu'on doit encore réveiller un enfant de la 6e? On va maintenant interroger l'autonomie de l'élève. Et de plus en plus, nos enfants ne sont plus autonomes. Je suis désolé. Ils ne sont plus autonomes. Let me ask a question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne prennent plus eux-mêmes les initiatives. Et on voit malheureusement certains parents qui amènent encore les enfants à l'école. Peut-être parce qu'il y a trop d'insécurité à l'école. Peut-être parce que l'école n'est plus à l'abri des prédateurs, de l'insécurité, ainsi de suite. Mais l'enfant doit être autonome, c'est-à-dire l'enfant doit être capable de se diriger, de se contrôler. L'enfant doit être capable de s'élever lui-même. Ça, c'est un appel l'autodétermination. Malheureusement, il y a très peu les enfants qui sont capables de le faire. But let me ask a question. What about a child, for example, especially a student in examination classes, that maybe normally classes start at 7:30. Okay, they close at 2:30. But because they are in an examination class, they'll extend the class maybe sometimes 4:35 or even 6. Okay. Like, you come back home, you need to eat, you need to rest, and you have a homework to do, and you need to be in school at 7:30. For a child at that stage, do you think it's going to be very easy for that child to wake up at 5 a.m. to prepare for school the next day? That's it. That's the point. Le problème que tu poses, c'est un problème qui concerne ce qu'on appelle les règlements intérieurs, les dispositifs que le ministère a mis en place. Mais si on dit que les enfants doivent commencer les cours à 7h30, il est quand même normal, on n'a pas les horloges. Parce que l'horloge de l'école doit être en relation avec l'horloge biologique de l'élève. Mais de plus en plus, il est quand même normal qu'on puisse revoir l'heure de démarrage des classes. Pourquoi pas repousser à 8h? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un problème de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a les enfants qui habitent loin de l'établissement. Les modes de déplacement, il y a le transport collectif. On a de plus en plus de difficultés à mettre en place de manière concertée, de manière collaborative, le transport des élèves d'un quartier ou bien d'un point de rassemblement au lycée. Normalement ailleurs, on a vu ça ailleurs, on sait que le transport des élèves doit être quelque chose de contrôlé, quelque chose d'organisé. Malheureusement, on laisse les élèves eux-mêmes aller à l'école. Je ne dis pas les élèves qui habitent à côté de l'établissement. Parce que ceux qui habitent à côté de l'établissement, c'est une très bonne chose. Maintenant, ceux qui habitent hors de l'établissement, qu'est-ce qui doit être fait pour leur mobilité, pour le transport collectif? Et nous savons que du point de vue changement climatique, lorsqu'on a mis en place une stratégie pour le transport collectif, ça réduit les gaz à effet de serre. Et vous imaginez, il y a 100 élèves. Sur 100 élèves, peut-être c'est 50 motos. Et ça pollue. Et ça crée même d'autres maladies. Donc il est important que, je pense que
ce projet est pensé seulement par la ville de Douala, par la communauté urbaine de Douala, pour penser, et pourquoi pas qu'on amène notre société de transport, on appelle la Socature, qui est une relation entre la ville de Douala, qui, je pense, mais qui gère la Socature, et les établissements. De telle manière que les enfants qui sont peut-être dans un quartier, on peut faire les statistiques que les enfants qui sont dans un quartier, par exemple, ceux qui sont, je prends un exemple comme ceux qui sont peut-être en Dokoti, ils sont peut-être 50. Il y aura donc un peu de ramassage de Dokoti, peut-être pour les lycées de Yak, par exemple. Cela peut être pensé partout. Mais malheureusement, avec l'abonnement, avec la relation entre la communauté scolaire, c'est-à-dire la communauté éducative et la communauté urbaine, tout ça de Yaoundé, tout ça de Douala, pour que les enfants viennent à l'école pour éviter le retard. Il faut prendre les mesures. Malheureusement, dans le cadre des projets d'établissement, ce genre de projet, on ne pense pas comme ça. Ça, c'est des solutions, que vous êtes en train de proposer. Moi, allons sur déjà d'abord on pose le problème parce que de la gestion des enfants. Parce que, comme Cathy disait, est-ce que lever les enfants quand même assez tôt aujourd'hui, c'est difficile. Bon, maintenant, on a de plus en plus des parents qui envoient les enfants à l'école à 3 ans et on lève ces enfants à 5 h, 6 h du matin et on les met dans la voiture, ils dorment, on les accompagne à l'école parce qu'il faut être là à 7 h 30. Parfois, la maternelle de 3 ans, un enfant de 3 ans. 3 ans, 2 ans même. 2 ans même, voilà. Moi, est-ce que, même sur le plan psychologique, ça va perturber déjà cet enfant? Est-ce que quand le parent qui a commencé déjà à cet âge-là, sur le plan scolaire, l'enfant qui va arriver, par exemple, ça ne va pas jouer dans le futur de cet enfant à l'école, où il aura justement aujourd'hui du mal à se lever tôt le matin? Sur le plan psychologique, ça ne pourra pas jouer? Ça ne pourra pas jouer psychologiquement. Oui, ça joue effectivement. Parce qu'il a commencé à 2 ans à se lever à 5 h du matin avec son parent. L'année dernière, on a eu à parler de ce problème-là. C'est-à-dire les enfants qui arrivent à l'école de manière précoce. Oui. On sait que c'est les enfants qui arrivent de manière précoce. Et ce phénomène a des effets au niveau, dans leur retard. Le retard du point de vue cognitif, le retard du point de vue affectif, le retard du point de vue des résultats. Maintenant, puisque cette question a des connexions avec l'occupation des femmes. Donc, lorsque une maman, elle a une activité professionnelle, la maman doit allaiter ça, d'après l'UNICEF, on doit allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. La loi demande 3 mois de congé de maternité. Parfois, c'est une femme même qui n'attend pas les 3 mois de congé de maternité parce qu'elle a la pression au boulot. Elle est obligée elle-même de demander la reprise du travail. Maintenant, nous savons que les enfants à 2 ans ne devaient pas aller à l'école à 2 ans. Oui. Parce que l'UNESCO a établi ce qu'on appelle les âges. On appelle la cité. On sait que l'âge normal pour aller en 6e, c'est 14 ans. Bon. On sait également que le primaire, c'est 9 ans. Une étude complète, le primaire, c'est 9 années de manière interrompue. Donc si l'enfant entre à l'école à 4 ans, disons 4 ans, plus 9 ans, ça fait quel âge? 13 ans. Ça fait 13 ans. Comment se fait-il donc que les enfants commencent l'école tôt à 2 ans et demi, 1 an et demi? C'est parce que ça devient un business. Ces écoles-là ne sont plus les écoles, ça devient juste les garderies. Vous comprenez un peu? Donc, et là, ça interroge d'autres ministères. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce qu'on doit protéger les enfants. Et on voit la pression que ces enfants, ces petits, ont. Le langage n'est même pas assez affirmé. L'enfant ne sait même pas encore dire bonjour, l'enfant ne mettait pas encore son corps. On va demander à ces enfants d'écrire. Et ça pose un certain autre problème. Ça pose des fondamentaux. Je pense qu'à ce niveau, il est important que les ministères
Chacun appelle le ministère de développement personnel, développement social. C'est-à-dire le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère de l'éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, du moins les deux ministères, pourquoi pas le ministère des affaires sociales, se concertent pour qu'on dise que l'âge pour entrer à l'école, à la maternelle, doit être au minimum à 3 ans. Même 3 ans, même là. Disons qu'on peut accepter 3 ans. Et ça dépend aussi de la maturité à partir de 3 ans. Moi, j'ai commencé à 5 ans. Oui, voilà. Le bon âge. That's the age. Parce que j'ai une mère enseignante. Voilà. 5 ans même, c'est bon. Et avec mes enfants, elle m'a interdit d'amener les enfants à l'école à 3 ans. Mes enfants ont commencé à 4 ans et demi. Anyway, Il y a un autre phénomène qui va se poser, c'est celui du langage. De plus en plus, l'UNESCO pense que le premier langage ne doit pas être le français. Ça doit être la langue maternelle. Eh oh. Vous comprenez un peu? Magnifique. C'est-à-dire quoi? La première année, je veux dire que jusqu'au CE1, cours élémentaire 1, jusqu'au cours élémentaire 2, les enfants on doit introduire les langues maternelles au sein des écoles. Et progressivement, on introduit la langue française ou la langue anglaise. Parce que lorsque l'enfant commence déjà à manipuler la première langue, c'est-à-dire la langue maternelle, et les enseignants qui sont formés, on appelle le bilinguisme. Je ne parle pas le bilinguisme français-anglais, mais pas le bilinguisme dans la langue maternelle, langue étrangère. Quand l'enfant a des fondamentaux au niveau de sa langue maternelle, et les autres langues vont tout simplement se réajuster progressivement. Voilà un autre problème. De plus en plus, ça c'était une très bonne parenthèse, de plus en plus il y a les écoles bilingues, c'est-à-dire les classes bilingues. Bon, on sait que dans la ville de Douala, nous avons les écoles pilotes dans le projet ELANG, c'est-à-dire école et langue africaine. On a quelques langues, mais puisque dans la ville de Douala, je pense que nous avons 2 langues, nous avons le Bassa, nous avons le Douala. Mais les parents doivent comprendre que ceux qui sont dans ces écoles-là, ils doivent comprendre que le Cameroun a les aires linguistiques, nous avons l'aire soudano-sahélien, nous avons l'aire de la forêt, nous avons aussi l'aire de la côte, nous avons l'autre l'aire de haut plateau. Donc on a 4 à 5 langues socioculturelles. Ça fait en second moment, ça va créer le brassage, le vivre ensemble. Maintenant, la question que vous avez posée, l'État, le ministère des enseignements secondaires a demandé que les enfants qui arrivent en retard, qu'on les fasse entrer à l'intérieur du campus. C'est que la gestion se fasse à l'intérieur. Voilà. Maintenant, si la gestion doit se faire à l'intérieur des établissements, il faut un dispositif. Dans d'autres établissements, il y a ce qu'on appelle les salles de permanence. Malheureusement, ces équipements n'existent pas pour occuper les enfants, ou bien ça n'existe pas. Oui. On sort des notes alors. Mais on les demande de les gérer. Maintenant, la gestion se passe comment? Parfois, on demande les enfants, on demande de s'occuper de l'hygiène, de la salubrité au sein de l'établissement. Il y a aussi un problème aussi au niveau des effectifs, au niveau des personnes qui sont chargées de prendre les enfants en charge. Mais on sait que pour les raisons de sécurité, jusqu'à une certaine heure, les enfants, le contrôle des effectifs doit se faire à l'intérieur du campus. Ok. Mais c'est appliqué. Moi, je veux savoir, mais ici, on est dans un cas de figure où il y a eu, c'est l'hymne national qu'on est en train de chanter. C'est la levée des couleurs, c'est le rassemblement. Les enfants arrivent en retard à ce rassemblement. Devrait-on donc, après cette note-là, les faire entrer pendant qu'on est en train de faire l'hymne, pendant qu'on fait la levée des couleurs? Pourtant, nous savons tous que partout où on passe, ici à Douala 9e, commissariat 9e, quand on fait la levée de couleurs, tout le monde s'arrête. Parce que c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais est-ce que donc, les enfants qui arrivent en retard, pendant la levée des couleurs, on devrait les laisser entrer? Non, on ne devrait pas, si les faits sont vérifiés, puisque le rassemblement, c'est à 7h00.
Le rassemblement dure entre 20 et 25 minutes pour permettre aux enseignants de commencer les cours à 7h30. Mais dans la pratique, on se rend compte que parfois le rassemblement dépasse l'heure de 7h. Parce que les enfants arrivent en retard. Un élève qui est consciencieux, un élève qui connaît ce qu'on appelle la citoyenneté, doit arriver au lycée le lundi à 6h50 ou plus tard à 6h55. Et quand l'enfant arrive, il sait également voici l'endroit où les enfants de CM doivent s'aligner jusqu'en terminale. Et on doit trouver les dispositifs pour accueillir les enfants, pour faire l'hymne national, des activités qui sont prévues. Jamais d'autres, c'est le club du journal. Maintenant, il y a un problème de concertation. Il peut faire une petite analyse. Il y a un problème de concertation entre ceux qui géraient l'hymne national, puis les enseignants qui étaient à l'intérieur, et ceux qui devaient s'occuper de faire entrer les enfants à l'intérieur, ceux qui devaient s'occuper des enfants, faire entrer les enfants. Donc il y a un problème de la synchro, il y a un problème de communication. Parce que pour admettre les élèves qui arrivent en retard, qui sont des camps, pour d'abord que les autres aient accès dans les salles de classe. Parce que si on les laisse entrer, ceux qui sont arrivés en retard vont s'infiltrer. Donc la logique aurait souhaité quoi? Aurait souhaité que les élèves aurait souhaité que ceux qui sont arrivés avant ont fini d'abord le lever de couleur. On s'assure qu'ils sont en classe avant maintenant de faire entrer les autres pour maintenant les prendre en charge. Voilà, là c'est normal. Je pense que cette stratégie, cette disposition n'a pas été respectée. Monsieur Kona, je veux savoir, est-ce que la discipline est une punition? Déjà deux. Parce que je veux poser deux questions pour arriver quelque part. Est-ce que la discipline c'est une punition? Je suppose que non. Bon, la discipline, du point de vue de la psychologie, la discipline doit être d'abord acceptée par l'élève. Oui, c'est comme la protection de l'élève, non? Non, je veux dire que la discipline, parce que chaque établissement a un règlement intérieur. Mais parfois, dans la pratique, parce qu'on appelle ça les normes et les valeurs sociales. C'est un module qu'on enseigne à niveau d'orientation. C'est-à-dire, pour amener l'enfant à s'adapter, l'enfant doit comprendre les normes et les valeurs sociales. C'est-à-dire qu'on doit faire le commentaire du règlement intérieur de la 6e, surtout pour les tout petits. On doit les lire, le communiquer. Maintenant, on se rend compte qu'au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'éducation, beaucoup d'enfants ne maîtrisent pas les règlements intérieurs. Ils ne savent pas cela. Parfois, le règlement intérieur dans les établissements, soit privés, soit publics, ce règlement n'est même pas affiché. Donc, il y a la méconnaissance de la loi, du moins de la méconnaissance du règlement intérieur par les élèves. Maintenant, le contrat pédagogique. Ça, c'est vrai. Parce qu'on dit qu'à un moment donné, il y a le règlement intérieur, il y a aussi le contrat pédagogique entre l'enseignant et les élèves. Maintenant que les élèves acceptent le règlement intérieur, on appelle ça l'acceptabilité. Maintenant, les élèves vont accepter comment? À travers l'éducation au comportement, à travers l'éducation aux valeurs. Donc, le problème n'est pas seulement d'imposer le règlement intérieur, pour que cela se respecte. Parce qu'on sait que c'est la 6e en 3e, c'est facile, les enfants se conforment facilement. Mais à partir du second cycle, il y a déjà un conflit vis-à-vis de l'autorité. Au second cycle, les enfants ont un autre comportement, ils rejettent la norme. Maintenant, on doit amener plutôt les enfants à accepter la norme à travers l'éducation. Parce qu'à un moment donné, les enfants sont sensibles à l'injustice. L'enfant, c'est qui... J'étais content quand vous avez dit que le gouvernement, le ministère a demandé que quand les enfants sont arrêtés, on les fait d'abord entrer. On les gère à l'intérieur. On les gère à une certaine heure, on les gère. On les gère. Non. Bon. Je pense que ces dispositifs-là s'adaptent en fonction de contexte. Mais je sais qu'en plus, à 8 heures, les enfants sont autorisés à entrer à l'intérieur. Mais au moins, ce n'est pas pendant la levée des couleurs. Non, pas pendant la levée des couleurs. Voilà. Let me ask a question based on the disciplinary measures that have been imposed or implemented in school. Now, the first thing is, first of all, flogging was prohibited or has been prohibited in institutions, right? On ne doit pas taper les enfants. If I'm not mistaken, you're not supposed to whip children. Okay, another thing is, now, if you're not supposed to whip children, because if you whip them or even give them
maybe something to do, they need to clean the toilet, they need to. My issue with most government school is, kind of feel like a child commits a crime, you don't whip the child, right? You give the child a work to do. Après ça, toi qui as donné, toi le comment le souverain général qui a donné le travail, après l'école, les élèves t'attendent dehors. Avec le couteau. Avec, yes, they wait for you outside with knives and different weapons because they want to revenge what you did to them. So I don't know, is it that maybe apart from this different punishment that they do in school, is there something else maybe they can do in order to discipline children apart from giving them some work or flogging them as well? Oui, je pense que vous avez parlé de l'intimidation, c'est-à-dire le harcèlement à l'école. Je vous ai dit de manière, le principe veut que l'enfant adhère à la discipline. Quand l'enfant adhère à la discipline, quand l'enfant adhère au règlement intérieur, ce genre de phénomène n'existe pas. Je veux dire que le retour dont vous entendez parler, ça n'existe pas. Les enfants perçoivent parfois les sanctions comme une injustice. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est ce que Calvin nous posait. Est-ce que la discipline, c'est le... Tu as dit que est-ce que la discipline, c'est la sanction? Oui, on ne peut pas se défaire, on ne peut pas se défaire des sanctions. Il y a les sanctions positives, il y a les sanctions négatives. Ok. Maintenant, la question, c'est de voir quelle est l'efficacité de la sanction. Voilà. Une sanction doit promouvoir le changement de comportement. Une sanction doit, puisque quand on a observé au départ un comportement déviant, je prends l'exemple de l'enfant qui arrive en retard. Généralement, quand il arrive en retard, c'est le conseil d'orientation, c'est le service d'orientation qui doit gérer ce coup. Parce que derrière l'absentéisme, il y a un problème de décrochage. C'est-à-dire peut-être l'enfant n'aime pas l'école. Parce que les enfants l'enfant qui n'a pas apprécié, qui n'a pas donné son adhésion sur le choix de l'école. Okay. Donc, dans le choix de l'école, l'enfant doit donner son point de vue, papa, je vais, ainsi de suite. Ou bien le parent doit amener l'enfant à comprendre pourquoi il choisit telle école. Parce que l'enfant doit avoir un sentiment d'appartenance. L'enfant doit s'adapter à l'école. Et les enfants qui ont d'autres comportements. Donc, je disais tantôt que le règlement intérieur ne doit pas être comme une lettre à la poste. Le règlement intérieur doit réglementer la vie de l'école, doit plutôt amener les enfants à changer de comportement. Voilà. Donc, et quand le comportement doit changer, parce qu'on essaie de faire la comparaison entre le comportement de départ, affiché au départ, et à l'arrivée, est-ce que quelque chose a changé? Maintenant, dans les sanctions, ou bien dans les punitions dont vous parlez, même si la loi d'orientation du 14 avril 1998 proscrit les punitions à l'école, les services corporels. Maintenant, dans les sanctions, il y a une mesure très efficace, c'est le travail avec les parents d'élèves. C'est-à-dire qu'il faut toujours collaborer avec les parents d'élèves. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps pour qu'il y ait une bonne relation entre l'école et la famille. Justement, monsieur. Donc cette mesure doit être très efficace quand on convoque le parent d'élève. Bon, malheureusement, on connaît notre société. On sait que de manière globale, nous avons les parents qui ont démissionné. Les parents qui n'existent presque pas. Si vous convoquez un parent, soit ça peut être la grand-mère, ça peut être le grand-père, ça peut être la tante, ça peut être l'oncle. Parce que de manière générale, nous vivons l'appel, la famille est fragilisée. Ça c'est le plan économique, ça c'est le plan social. Donc à un moment donné, quand on regarde l'école, on est obligé de regarder les autres aspects de la vie. La sanction est bonne quand elle permet à ce que les enfants changent de comportement. Et elle n'est pas bonne quand le comportement persiste. Et quand le comportement persiste, directement, on doit faire appel au psychologue, au conseil d'orientation pour mettre en place de l'écoute, le changement de comportement. Il y a d'autres stratégies. D'accord. Alors, rappelez aux téléspectateurs ce matin que nous parlons de la sécurité dans les lycées et collèges et je crois qu'on essaye de faire une chirurgie justement pour pouvoir avoir une bonne santé dans nos établissements. Vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran ou encore envoyer des SMS ou des messages via WhatsApp. Non, c'était bon Xavier, avec le thème c'est bon. Vous voyez
envoyer via WhatsApp, vous envoyez les messages, c'est bon. Et voici le message de... Quelqu'un dit, l'enfant perd les cours, voilà, les élèves arrivent en retard le matin, passent toute la matinée hors de la barrière, ceci entraîne beaucoup de problèmes. L'enfant perd les cours le matin jusqu'à 12 heures et ça fait entre 4 heures et 5 heures d'absence. Ça peut amener l'enfant à s'aventurer dans les mauvaises compagnies, drogue et tout ce qu'on connaît. Donc, demande, il faut revoir cette façon cette façon de prendre les élèves. C'est-à-dire, peut-être, il propose un balayage, ramassage des papiers autres dans le même lycée. On fixe le renvoi après 18 heures d'absence non justifiée. Parce que quand l'enfant a déjà fait 4 heures, 5 heures hors de la barrière et qu'il a été renvoyé parce qu'il est en retard, ça fait que ça rentre dans les heures d'absence. Et après, au bout de 18 heures, quand on totalise 18 heures d'absence, on est renvoyé. Et ça devient peut-être un peu comme une sorte de business dans les établissements pour chasser et pour avoir les nouveaux élèves, pour avoir de l'argent l'année qui suit par les proviseurs. Je ne suis pas sûr que ce parent-là, c'est un parent du lycée. Parce que dans les lycées, je ne pense pas qu'on vend ça. Je pense qu'il y a assez de pratique. Maintenant, je venais de dire tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une relation entre l'école, le lycée et la famille. Lorsque l'enfant arrive en retard, on doit éviter le retard. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dit, zéro accident. Même si on sait qu'il y a un accident de travail, mais on doit aller travailler pour éviter le retard. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le retard? On doit d'abord prendre les mesures pour la mobilité des enfants des quartiers pour l'école. Et maintenant, ces relations-là, c'est une relation qui incombe aux collectivités territoriales décentralisées. En relation avec les parents, en relation avec l'école, pour voir même quel est le coût, quel est le moyen de déplacement. Ce qui fait que on pourra réduire de manière significative le retard. C'est extrêmement important. Peut-être qu'il va falloir qu'on puisse revoir le démarrage de l'école, mais c'est le ministre, les différents ministres qui doivent décider parce que ça touche un certain nombre de paramètres. Ce genre de parents, je dirais à ce genre de parents qu'un enfant qui arrive en retard, le parent doit venir justifier au sein de l'établissement. Parce que c'est autorisé. Peut-être l'enfant est allé à un deuil, l'enfant est malade, le parent vient, il justifie. Parce que les parents aussi qui ne maîtrisent pas le fonctionnement d'un établissement. Parce qu'un enfant qui arrive en 6e, peut-être le parent aussi, c'est son premier enfant qui arrive ici, le parent aussi méconnaît le fonctionnement d'un établissement. Donc je dirais à ce parent-là que si c'est le cas, il faut aller justifier auprès de l'établissement, auprès du suivant général qui gère ces choses. Je ne pense pas qu'on n'achète pas les heures. On n'achète pas les heures. Voilà la réponse que je peux apporter. Donc le parent doit, il est nécessaire de mettre en place une collaboration entre l'école et la famille, entre l'école et les parents. Voilà, monsieur, il est nécessaire de mettre une collaboration entre l'école et les parents. C'est bien pour assurer la discipline. Mais c'est la question que je pose, pourquoi est-ce qu'on ne fasse pas ce que l'éducation, ne fasse pas ce que la discipline et les règlements intérieurs dans les établissements ne deviennent pas comme un cours pour les élèves? De tel en sorte que c'est un cours où on fait des interrogations pour que les élèves s'imprègnent davantage de la discipline. C'est une proposition, ça, une bonne proposition. Oui, parce que les parents, comme vous l'avez dit, il y a les parents qui sont déboussolés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire que la discipline soit une matière carrément? Est-ce que c'est pas... Mais Calvino, il faut savoir que l'école reproduit ce que la société est. Ok. Si on peut prendre une image, on dit notre société c'est un hôpital. L'école est devenue un hôpital. Maintenant, ceux qui sont dans les hôpitaux, ce sont les médecins, n'est-ce pas? Ok. Il faut savoir que l'école est d'abord le lieu d'apprentissage. D'abord, c'est la première vocation de l'école. Si vous regardez, je prends l'exemple, on a 105, c'est un exemple, un établissement qui a 150 personnels enseignants. L'enseignant arrive, il faut qu'il aille en classe. Il a son emploi du temps. Il y a peut-être 4 surveillants généraux, peut-être 2 ou 3 surveillants généraux, avec le suivant des secteurs. Donc il y a d'abord un problème au niveau des ressources humaines. C'est-à-dire que si vous avez un établissement de 3000 élèves, parce qu'il y a aussi un problème au niveau de la démographie. C'est-à-dire que vous allez trouver que
il y a très peu d'établissements publics dans les grandes villes. Il y a une forte demande. Maintenant, les parents sollicitent énormément les établissements publics. Vous allez voir les salles de classe de 60 élèves, peut-être plus. Donc il faut gérer ce flux-là, il faut gérer ces pressions. Et ce n'est pas facile de gérer ces pressions. Donc si vous avez 400 élèves, d'un coup, il faut maintenant s'organiser. Dans certains établissements, vous allez trouver que les établissements n'ont pas des espaces verts, par exemple. On va dire qu'on vous donne la matière, allez là-bas. Donc, ça devient extrêmement compliqué pour gérer le flux. Mais on doit réduire le flux. Ça, on est dans les stratégies, on est dans les solutions. On doit réduire le flux. Maintenant, au niveau, sur le plan pédagogique, je pense que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est-à-dire, nous avons appelé un cahier de charge. Le module 1, adaptation au milieu scolaire, c'est-à-dire à la connaissance de l'établissement, le fonctionnement de l'établissement. C'est-à-dire qu'on essaie, l'enfant est sorti du quartier pendant les congés, il se pose, on est dans les congés. On essaie d'amener l'enfant à se réadapter au sein d'un nouvel établissement. Parce qu'il y a la mobilité. Parce que l'enfant entre en 6e avec un concours. On veut que cet enfant qui entre en 6e avec un concours, l'enfant sorte avec le baccalauréat. Mais il y a la mobilité. Peut-être vous allez voir que dans une nouvelle année scolaire, on a peut-être 50% de nouveaux effectifs qui ont été renvoyés. Peut-être certains qui ne font pas d'une ville à l'autre. Donc il faut toujours recommencer ce phénomène. Il y a certains enfants qui ont une capacité d'adaptation naturelle. Mais il y a les autres qui ont un comportement d'inadaptation. C'est-à-dire les enfants qui ont le comportement de rejet de l'autorité. Maintenant, au sein du programme, nous avons l'orientation scolaire et professionnelle. Ce que je fais au quotidien, il y a ce module-là. Il y a également l'éducation, la citoyenneté. Donc c'est un enseignement qui essaie de promouvoir les comportements civils, les comportements citoyens. Donc voilà au niveau, mais chaque enseignant dans sa discipline, il contrôle les effectifs, il contrôle la classe. Parce qu'on ne peut pas enseigner sans d'abord la discipline. La discipline est d'abord le pilier sur lequel on s'appuie pour transmettre les compétences, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-vivre. On ne peut pas faire le cours s'il n'y a pas la discipline. Donc régulièrement, l'enseignant rappelle ça dans sa façon d'enseigner. Moi, je ne peux pas faire ma session d'orientation. Je me prends au moins 5 minutes pour amener les enfants à l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut amener les enfants à l'ordre, il faut que les enfants soient motivés. Moi, je ne fais pas cours s'il n'y a pas la discipline. C'est mon premier principe. Je prends 5 minutes pour amener les enfants à l'ordre. Je les parle, je ne suis pas la chicotte. Il y a certains enfants qui sont couchés, d'autres dorment. Pendant que il y a d'autres qui viennent avec le pain, avec le sandwich. Tu dois gérer tout on appelle les comportements ne sont pas homogènes. Les comportements sont hétérogènes. Maintenant, il y a un seul individu, un seul enseignant qui n'est peut-être la formation, peut-être un enseignant qui n'est pas tellement formé. Il doit gérer au moins 100 comportements en même temps. Maintenant, il y a les enseignants qui perdent le contrôle. Quand les enseignants perdent le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Il va demander de mettre à genoux, il va demander de faire, il va mettre les enfants dehors. Alors que la loi dit, il ne faut pas exclure les enfants de la salle. Good. Maintenant, pourquoi les enfants se comportent ainsi? Parce que les enfants ne comprennent même pas ce qu'on les enseigne. Parce que tout ça c'est lié. Un professeur, il a 60 élèves qui n'ont pas le même comportement. Tout est hétérogène. Mais il y a un seul enseignant qui est là, mais lui veut faire cours. Qu'est-ce qu'on fait? L'enseignant voit ce qui est facile, il punit, il vient dire, il te met à dehors. Donc c'est extrêmement compliqué. Maintenant on dit il y a la culture de la discipline. Il faut instaurer la culture dès la 6e, pas seulement la 6e, en relation avec le corps primaire. Parce qu'il faut qu'il y ait une relation entre le corps primaire, la maternelle, le primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur, la vie quotidienne et le monde professionnel. On doit travailler ensemble. Quand un enfant arrive dans un établissement, on doit avoir le fichier. On doit avoir l'appel, quelle est sa carte d'identité. Un enfant arrive, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ses antécédents. On ne sait pas ce que l'enfant a fait là-bas. C'est comme un dossier médical. Mais regarde, si tu pars dans un hôpital, tu vas dire que bon voilà,
va dire que bon, tu as quelle maladie. C'est pas ça. On va savoir que est-ce que tu as consulté un médecin, c'est pas quoi, un neurologue. Oui. Le médecin va te poser la question que est-ce que tu as pris quel comprimé, tu as pris quel médicament. C'est la même chose à l'école, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, on a les nouveaux élèves, on ne les connaît pas. Nous, les parents pensent seulement que lorsque tu as inscrit les enfants, c'est fini. Tu es parti. On n'a pas un dossier de psychologie, on n'a pas un dossier de comportement. On a énormément les troubles de comportement qu'il faut gérer. Mais l'enseignant n'est pas là pour gérer les troubles de comportement. L'enseignant est là pour transmettre les enseignements. Parfois, les méthodes ne sont même pas adaptées. Parce qu'on a 60 élèves. Et on peut avoir... Et quand on est face à ce genre de comportement, ça dit ces troubles-là, on a la conséquence qu'on a eue au lycée. On a ces conséquences. Bousculade, on se va et on vandalise. Mais vous n'êtes qu'au lycée là-bas, on aurait dû éviter parce que... Et qui casse même les voitures du proviseur. Effectivement, les enfants qui ne cèdent pas l'autorité. Et ça devient extrêmement difficile. On doit donner les moyens aux spécialistes de travailler. Un enfant doit avoir son dossier psychologique. Il faut faire les tests. Il faut intégrer les tests psychotechniques. Les tests de personnalité, les tests d'attention, les tests de motivation. Donc on appelle, il faut le dossier des enfants, il faut suivre le dossier. Les mairies doivent donner les moyens aux écoles de travailler, aux spécialistes comme nous de travailler. Il y a les enfants qui arrivent à l'école, n'ont pas mangé le matin. Ils ont marché à pied. Ils ont marché à pied. Les enfants sont vulnérables, ils sont fragiles. On a vu ailleurs d'autres décisions, avant d'arriver entre 7h et 8h, on en a parlé l'année dernière. Les enfants ne doivent pas d'abord manger parce qu'on essaie d'abord de satisfaire les besoins physiologiques, la motivation. Combien d'enseignants le matin déjeunent? Ils sont combien? C'est un autre problème. Mais on sait bien que quand un enfant a déjeuné, quand il a pris son lait, il y a combien d'enfants qui peuvent prendre le lait? Le petit déjeuner complet. Le matin. C'est vrai. Donc, il y a ce problème-là chez nous. Les enfants ont faim. Les enfants sont affamés. Les tout petits, on peut parler pendant des mois. Des mois, exactement. Vous voyez, les enfants qui arrivent, regardez les petits enfants de 6e. Le poids est faible. On appelle l'insuffisance pondérale. Je ne parle pas des problèmes familiaux. Les grossesses non désirées. Un enfant qui est venu au monde à la suite d'une grossesse non désirée. Où est son père? Tout ça, ces problèmes-là sont liés. On vit ça au quotidien. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. C'était vraiment très très intéressant. Elle était ouais. Il faudrait que on va continuer à parler de la psychologie de l'enfant sur et ce que rencontrent les établissements. Merci Monsieur Kona. Nous c'était Lucien Blaise Kona. Vous l'avez vu via le CNT qui parlait tout à l'heure. Il est conseiller d'orientation, professeur d'enseignement, professeur des lycées, et il est de la société civile. Il est un défendeur des droits de la femme aussi. Je peux recadrer. Je ne suis pas professeur, je suis psychologue. Psychologue aussi, conseiller d'orientation. À la société civile. Je veux dire aux parents qui nous regardent là. Il faut les regarder alors. Oui, pour dire que le monde a changé. Ok, le monde a changé. On est maintenant, tout est complexe. La société dans laquelle nous on a évolué n'est plus la même société. On doit donner les moyens aux enfants de construire leur avenir, construire leur devenir. On doit construire leur devenir, c'est très important. D'un autre côté, de mon point de vue, on a mis en place un programme qui consiste tout simplement à accompagner les parents pour gérer les troubles de comportement, les troubles d'apprentissage. Et à construire leur métier d'avenir. Parce qu'on ne peut pas seulement être dans une société où on ne fait que se plaindre. On observe les problèmes, on n'intervient pas, on n'agit pas. Il faut trouver les solutions. Les écoles doivent être accompagnées pour mettre en place les méthodes efficaces d'apprentissage. Comment gérer le comportement. À un moment donné, les enfants ont la volonté. Voilà. Donc quand les enfants ont la volonté, on a besoin des tuteurs, des accompagnateurs, des coachs
pour les accompagner à atteindre les objectifs que les parents se sont fixés. Merci beaucoup Lucien Blaise Kona, et merci à Cathy, merci à tonton Calvino, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir prêté votre oreille et pour nous prêter aussi de votre temps devant cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain avec la prophétesse Geneviève Ngonoï Kali pour un autre sujet assez intéressant. Voilà, disons-nous à demain et bonne chance encore aux Lions indomptables du Cameroun. Dieu vous bénisse. Ciao.